Bienvenue à cette nouvelle plongée profonde. Aujourd'hui, on se penche sur un document assez glaçant. C'est le témoignage du géologue en chef d'une expédition en Antarctique. Université Miskatonic, 1930-31. Et la source est particulière. Il a écrit ça pour décourager toute autre mission là-bas. Un avertissement, en somme. Exactement. Alors, notre mission aujourd'hui, c'est d'extraire les infos clés de cette expédition, les découvertes qui ont été faites, qui sont assez ahurissantes, et surtout de comprendre pourquoi cet avertissement final est si terrifiant. Bon, allons-y. Oui, alors, il faut se rappeler le contexte de départ. C'était une mission purement géologique. L'idée, c'était d'utiliser une nouvelle foreuse super performante inventée par le professeur Peabody. Ah oui, cette fameuse foreuse. C'est ça, pour aller chercher des roches très très anciennes. Il voyait l'Antarctique un peu comme une capsule temporelle, si vous voulez. Une archive du passé terrestre, peut-être même d'une époque tropicale, c'est ça, hein? Voilà, exactement. Un passé inconnu. Bon, alors l'expédition s'installe, près du mont Erebus, c'est ça. Oui, Les avions fonctionnent, la technologie de forage aussi. Au début, tout va bien. Ils établissent une base avancée, premier forage encourageant. oui. Mais ça, c'était avant la découverte de Lake, le biologiste. Ah, Lake, qu'est-ce qu'il trouve? Il tombe sur des empreintes fossiles, dans des couches précambriennes, donc extrêmement anciennes. Et ces empreintes sont bizarres, triangulaires, striées. D'accord. Et ça l'intrigue? Ah oui, énormément. Il est tout de suite persuadé que ça vient d'un organisme complexe, très complexe. Ce qui, pour l'époque géologique, défie tout ce qu'on savait. C'est fascinant, cette conviction qu'il a. Ça va vraiment tout changer pour la mission. Donc, il est convaincu et il décide de... Il monte une petite équipe et il part explorer vers le nord-ouest, une zone totalement inconnue. Et c'est là qu'il découvre les montagnes. Exactement. Les communications radio deviennent incroyables. Il décrit une chaîne de montagnes absolument gigantesque. Plus haute que l'Himalaya, il dit. Oui, c'est ce qu'il rapporte. Des sommets noirs, nus. Il parle aussi de formes étranges, comme des cubes sur les flancs. Des cubes. Des cubes? Ça fait penser à quoi? Il donne des comparaisons. Oui, il mentionne les peintures de Nicolas Roerich, ou même le plateau de Leng du Necronomicon. Ah, la référence classique de ce genre de récit. Ça pose l'ambiance. Et il y a un problème technique aussi, non? Oui, un de leurs avions est endommagé à l'atterrissage, ou, pendant une reconnaissance, c'est un peu flou. Et ces montagnes, il en dit quoi d'autre? L'altitude? La nature? Il estime les pics à plus de 10 000 mètres. Et il se corrige. C'est pas volcanique, c'est stratifié. Et il remarque plein de cavernes, avec des ouvertures très régulières, presque artificielles. Des portes? D'accord. Et c'est près de là qu'il fore à nouveau? Oui. Et c'est là que... Bon, ça bascule vraiment. Il tombe sur une caverne souterraine immense, Immense, comment? Et qu'est-ce qu'il y a dedans? gigantesque. Et à l'intérieur, c'est un mélange incroyable. Des fossiles plus récents, oui, mais aussi des formes de vie beaucoup, beaucoup plus anciennes, anormalement anciennes. Et puis il y a la découverte principale. Voilà, la découverte capitale. Des créatures monstrueuses, parfaitement conservées par le froid. Celle qu'il appelle les anciens. C'est ça. Il les décrit comme des sortes de tonneaux végétaux d'environ 2 mètres de long, avec 5 arêtes. 5 arêtes. Oui, des ailes membraneuses, des tentacules, une tête en forme d'étoile de mer à 5 branches avec des yeux, et une base similaire aussi en étoile avec des pseudopodes. Et ces pseudopodes... Ils correspondent aux empreintes fossiles du début. Exactement. Le lien est fait. Il trouve 8 spécimens en parfait état. Incroyable. Et il essaie de les étudier, de les disséquer. Il essaye, mais c'est très difficile. Le tissu est incroyablement résistant. Et qu'est-ce qu'il arrive à voir? Il note une biologie mixte, animale et végétale, un système nerveux très complexe, des indices de sens qu'on ne connaît pas, et une reproduction par spore. Végétal et animal. Et il y a cette histoire d'odeur aussi, non? Ah oui, une odeur très forte, pestilentielle, qui se dégage quand les spécimens commencent à dégeler. Ça rend les chiens de traîneau complètement fous. Ambiance. Et c'est juste après ça que... C'est là que le contact radio est perdu. Silence total, en plein milieu d'une tempête de vent terrible qui vient de ces montagnes maudites. D'accord. Donc le narrateur, qui était resté à la base principale, décide d'aller voir. Il organise une mission de secours, oui. Et ce qu'il découvre là-bas, c'est le cœur de l'horreur, j'imagine. C'est indescriptible. Le camp de Lake est dévasté. 11 hommes sont morts. Mutilé, c'est ça. Horriblement mutilés, la plupart des chiens aussi.
Et un étudiant, Gedney, a disparu. Avec un chien. Et les spécimens? Les anciens? Les 8 spécimens parfaits ont disparu, ainsi que 3 traîneaux. Disparus? Comment ça? Volés, emportés. Et les détails de la scène sont troublants. Ça ne ressemble pas juste à une attaque de folie ou d'animaux. C'est-à-dire? Certains corps semblent avoir été dépecés avec une sorte de méthode, presque chirurgicale. Il y a du sel répandu partout. Et 6 des spécimens que Lake avait endommagés pendant ses dissections sont retrouvés enterrés sous d'étranges petits monticules de neige à 5 pointes. 5 pointes. Comme les anciens? Oui. Et dans une tente, il trouve Gedney, un autre homme, et un chien, qui ont été disséqués. Disséqués? Comme si, Comme si quelqu'un ou quelque chose avait voulu comprendre leur anatomie. de façon expérimentale. C'est terrifiant. Et le matériel scientifique, Ou manipulé d'une façon bizarre, pas juste détruit. Ça suggère une intelligence derrière tout ça. Une intelligence froide et méthodique. L'explication officielle parlera de folie, mais les indices, ils pointent vers autre chose. Quelque chose d'organisé, d'incompréhensible. Malgré cette horreur, le narrateur et un jeune pilote, Danforth, ils décident quand même d'aller voir au-delà des montagnes. Oui, un dernier vol de reconnaissance. C'est presque suicidaire, mais ils veulent comprendre. Ils passent un col très élevé, vers 7000 mètres. Et de l'autre côté? De l'autre côté, c'est le choc absolu. Un plateau immense, désolé, à plus de 6000 mètres d'altitude. Et sur ce plateau, les ruines d'une cité. Une cité cyclopéenne, titanesque. Une cité construite par qui? Pas par des humains, j'imagine? Absolument pas humaine. Des formes géométriques pures, des cônes, des cubes, des cylindres, des étoiles à 5 branches, des bâtiments gigantesques érodés par des millions, peut-être des milliards d'années. Des millions d'années. L'échelle est difficile à concevoir. C'est écrasant. Des tours immenses, des ponts qui reliaient ces tours, des fenêtres béantes, des sculptures en bande. C'est une architecture totalement étrangère d'une antiquité inimaginable. Et ils se posent pour explorer. Oui, ils atterrissent près de la passe et explorent un peu à pied ces ruines venues d'un autre temps. Bon, alors, pour résumer un peu tout ça, qu'est-ce que ce témoignage nous apprend? On a une civilisation non humaine, incroyablement ancienne, Préhumaine, oui, antérieure presque toute vie connue sur Terre, dont les créateurs, ces anciens, semblent avoir survécu d'une manière ou d'une autre sous la glace. et ce sont eux qui sont responsables de la destruction du camp de Lake. C'est l'implication terrifiante, oui. Ils se sont réveillés, ils ont appris et ils ont agi. D'où l'avertissement final du narrateur. Exactement, Ne surtout pas y retourner, ne plus creuser. exactement. C'est la prise de conscience que certaines connaissances sont dangereuses, trop vastes, trop étrangères pour nous. Et ça soulève une dernière question assez inquiétante. Laquelle? Les 8 spécimens en bon état, ils ont disparu. Et l'étudiant Gedney et le chien aussi. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Oui. Quelle intelligence ancienne, capable d'apprendre, de disséquer, d'agir méthodiquement, pourrait encore être là, sous la glace? Et surtout, que se passerait-il si on la réveillait à nouveau? Voilà de quoi réfléchir, effectivement, après cette plongée profonde dans ces montagnes hallucinées.